Justement, s'il maîtrisait bien, il ne dirait pas ce que je pourrais traiter d'ineptie. Vous dites d'ineptie. Ce sont des non, c'est un ancien président mais je le respecte, qui a fait 18 ans. Je respecte la fonction, mais quand l'homme dit des choses qui ne sont inexactes, quand l'homme profère des mensonges, j'ai le devoir de le dire. Kabila est en train de mentir? Il ment. Okay. Parce que Tshisekedi n'est pas un tyran. Tshisekedi n'est pas un dictateur. Au contraire, Félix Tshisekedi est celui qui a instauré une véritable démocratie ici. La démocratie ne s'est jamais mieux comportée dans notre pays que sous Tshisekedi. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Les prisons ne sont pas remplies de gens. À son époque, quand il y avait des manifestations, vous étiez là, Delphin. Vous le savez bien. Les gens mouraient dans les manifestations. On tirait. Vous parlez de Rossi Mukendi? Mais bien sûr, il y a des morts qui sont là. Malheureusement, les morts ne parlent pas, mais leur mémoire est encore vivante. Mais sous votre régime, il y a aussi des morts, hein, Issa. Non, on n'a pas tiré sur des manifestants. Okay. On n'a jamais tiré sur notre population. Il y a eu peut-être eu des morts, mais ce sont des morts. On fait des enquêtes et on saura qu'est-ce qui s'est passé. Mais il n'y a jamais eu la police qui tire sur des manifestants. Non, les gens ont le droit de s'exprimer. La preuve, aujourd'hui même, pendant qu'on est en guerre, il y a des gens qui peuvent avoir un discours encore critique même envers le pouvoir. Il y a d'une part le M23. Le M23, comme je vous ai dit, ce n'est que l'avatar de ce qu'a été le CNDP, que ce qu'a été le RCD, qu'a été le M23-1, M23-2. C'est-à-dire ce sont des Rwandais ou des Congolais traîtres à leur nation qui prennent les armes pour tuer leurs frères. Et ça, c'est le Rwanda qui... Ce sont des marionnettes du Rwanda, des pantins, comme dirait le chef de l'État. Laissez-moi terminer. C'est quand même fort. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Des pantins, mais c'est quand même fort. Laissez-moi terminer. Parce que Cholet les appelle les hommes courageux. On reviendra sur Cholet. On reviendra sur l'évêque Cholet. De l'autre côté, vous avez l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, qui, eux, ce sont les enfants de Kabila, de Joseph Kabila. Vous dites? Ce sont les enfants de Joseph Kabila. C'est-à-dire... L'AFC Nangaï. Bien sûr, c'est ce que le chef de l'État l'a dit. Oui, voilà. Est-ce qu'ils ont arrêté des FDLR? Est-ce qu'ils nous ont brandi une dizaine d'FDLR en disant, voilà, nous sommes rentrés au Congo pour neutraliser les FDLR? Les voici, les FDLR. Non. Quinoises et quinoises. Pour tous vos besoins en smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter, rendez-vous chez PKM Invest Shop sur l'avenue Colonel Mondjiba, numéro 4, commune de Ngaliema, référence rond-point magasin Kitambo, en face de la station Kobil. PKM Invest Shop, la référence en matière de smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter à Kinshasa. PKM Invest Shop. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Bienvenue fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde sur 10e Rue Télévision, aussi sur nos deux chaînes YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. On vous avait annoncé la présence de monsieur Eric Nindou, il est directeur de CELCAM, donc directeur de la presse présidentielle, hein, l'ancienne appellation, mais il est là avec nous, l'homme qui communique, l'homme qui s'assure que les articles, tout ce qui est lié à la présidence soit bien fait. Il est là avec nous, le directeur Eric Nindou, soyez le bienvenu. Bonsoir Delphin, bonsoir aux téléspectateurs donc, de 10e rue et bien sûr de l'émission Le Centre. C'est un plaisir et un honneur d'être votre invité. Ce n'est pas la première fois, donc j'ai constamment plaisir de revenir ici, surtout que je sais que c'est une émission qui est très suivie. C'est une émission qui est suivie non seulement au pays, mais aussi dans la diaspora congolaise. Et puis je connais votre punch et votre dynamisme, donc je suis heureux, c'est un bon exercice. Alors, quelqu'un m'a dit, Eric Nindou, c'est son deuxième mandat.
C'est vrai? Non, moi je n'ai pas de mandat. Moi je sers. Il a été reconduit, parce qu'il avait bien fait son travail, il mérite la confiance du chef. Est-ce que vous vous sentez dans la peau de quelqu'un qui mérite la confiance du chef à ce moment où il y a crise de confiance? Écoutez, je ne vais pas me juger moi-même. Ce sont aux autres de me juger. Et bien sûr, il ne faut pas avoir le péché d'orgueil dans la vie. Et puis, bien sûr, ce que je peux dire, c'est que je suis honoré, parce que moi, je l'ai toujours dit, c'est un honneur et une grâce de pouvoir servir son pays à travers le service du premier des Congolais, c'est-à-dire le président de la République, qui me fait confiance, qui jusqu'à présent m'a donné justement la chance de pouvoir servir mon pays à travers le poste que j'occupe en tant que directeur de la communication du chef de l'État. Et on essaye de le faire le mieux possible, en essayant de s'améliorer tous les jours. Donc c'est un honneur, et tant qu'on y est, on fait notre travail avec éthique, avec honnêteté et avec détermination. Alors Eric Ndou, la thématique aujourd'hui, le chef de l'État a fait rappel des troupes, donc nous allons en parler parce qu'il y a l'agression rwandaise et avec tout ce qui va avec. Mais une question de curiosité. Un journaliste de Kinshasa, un grand, je ne veux pas citer son nom pour qu'il n'y ait pas de polémique, il m'a dit de vous poser cette question. Qui est votre repère, modèle ici à Kinshasa? Parce qu'il semble que vous avez plus de modèles en Europe qu'à Kinshasa. Est-ce qu'il y a des journalistes quinois ou congolais qui vous ont inspiré aussi? Beaucoup de gens m'ont inspiré. J'admire le travail de beaucoup de personnes. Vous en faites partie, mon cher Delphin. Vous êtes, oui, vous êtes parmi les collègues. Je dirais collègues parce que j'ai été durant 27 ans journaliste. J'ai exercé le métier que vous exercez, mais je ne l'ai pas exercé ici au Congo. Je l'ai exercé sous d'autres cieux, en Europe et ailleurs. Mais c'est clair qu'en voyant le travail que font les collègues congolais, hommes ou femmes, j'ai beaucoup d'admiration. Ils font un travail très, comment je veux dire, de très bonne qualité. Le problème, c'est qu'ils le font dans des conditions difficiles. Est-ce que vous avez, c'est ça qui me fait... Est-ce que vous avez un nom qui passe à la tête? Non, je ne vais pas citer de nom parce que sinon, j'oublierai certains. Et on va dire que je décarte certains, mais il y en a plusieurs. Il y a vous, Delphin Kassongo. Il y avait M. Bossembe quand il présentait encore l'émission. Christian Bossembe. Je trouvais que c'était quelqu'un qui était punchy, qui avait du talent. Il y a Israël Mutombo dans Bossolo. Il y a Oscar Mbal sur la RTNC. Il y avait aussi l'autre garçon là. Comment il s'appelle encore? Israël, celui qui est maintenant à la... Moutala Moutala, oui, voilà. Je trouvais qu'il avait toujours des questions très pertinentes et surtout une bonne analyse au niveau économique. Donc il y en a plein d'autres en fait, on ne va pas commencer à tous les citer. Est-ce que Kibambi Chintois vous dit quelque chose? Bien sûr, mais ce sont des modèles de ma jeunesse, puisque à cette époque je vivais au Congo, donc je les ai vus, les Kibambi Chintois, les Kassongo Mwema, avec qui j'ai eu même l'honneur de travailler. Kudura Kassongo, bien sûr, et même Kwebe Kimpele, dont la voix portée, et que j'ai retrouvé à un certain moment en Europe, puisqu'il était à Liège. J'ai eu l'occasion de le rencontrer quand moi je travaillais à l'époque avec les amis de Witchy à Bruxelles. Donc il y en a plein. Et il faut savoir que les Congolais sont un peuple de talent, et notamment dans le domaine du journalisme et même de la communication. Ce sont des gens qui travaillent bien. Je citerai aussi par exemple mon frère Christian Lusakweno, qui a fait de Top Congo vraiment une télé solide. Je citerai aussi Jean-Marie Kassamba, qui dans son genre fait quelque chose. Voilà, JMK fait quelque chose de très fort. C'est un grand frère que j'ai connu moi à l'époque en Europe quand j'étais à Vox Africa. Lui il était à Télé Sud, donc j'ai suivi son parcours et tout ça. Donc il y en a beaucoup, mais je parle plutôt globalement. Je dis il y a beaucoup de talent, mais ce qu'il faut, c'est travailler pour améliorer les conditions de travail de la presse ici au Congo, parce qu'il faut que la presse puisse travailler dans des entreprises qui sont des entreprises rentables. Parce que sinon, ce qui me fait mal au cœur en tant qu'ancien journaliste, mais on l'est toujours dans sa vie, c'est de voir la précarité dans laquelle la presse travaille, surtout les conditions parfois de clochardisation des journalistes. Et je trouve ça vraiment malheureux. On est un grand pays. Nous sommes 100 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'il y a un marché de la presse, et on devrait investir dedans. Quand vous voyez des pays africains tels que le Sénégal ou le Kenya, sans parler de l'Afrique du Sud qui est beaucoup plus structurée, ou même le Nigeria, ou même le Maroc, ou la Côte d'Ivoire, des pays où j'ai travaillé aussi, vous voyez que là-bas, il y a des entreprises de presse qui sont solides, qui sont rentables, qui payent de façon décente leurs employés.
et qui ne réduisent pas justement les journalistes à être dans une situation de clochardisation, le phénomène, comment on appelle ça encore, le coupage par exemple. C'est un phénomène malheureux et j'espère qu'avec l'évolution des choses, on pourra arriver à une presse qui sera vraiment au niveau de qualité que le pays mérite. Alors, M. Eric Nindou, je précise que vous êtes directeur de la communication de la presse présidentielle, donc CELCOM. Mais j'aimerais savoir, vraiment, j'ai reçu autant de questions quand j'ai annoncé que je vous reçois. Est-ce qu'il y a une différence entre la communication et ce que vous faites comme presse à la présidence? Il y a une différence. Est-ce qu'il y a une démarcation? Bien sûr, et je vous l'avais déjà expliqué ici, pour être clair. En fait, avant mon arrivée à la présidence, c'est-à-dire le 5 mars 2021, il y avait deux directions. Il y avait une direction de la presse, qui était dirigée par M. Abraham Lokabonga, un grand frère que je salue, et une direction de la communication présidentielle qui était dirigée par Mme Lydie Omanga, aussi une sœur que je salue. Deux grands talents. Et ils faisaient bien leur travail. Et donc ce sont deux fonctions différentes. Et puis il a plu à son Excellence, le chef de l'État, de changer tout ça et de fusionner les deux directions. La direction de la presse et la direction de la communication, pour ne faire qu'une seule direction que l'on appelle la CELCOM, qui est la direction que j'ai l'honneur et la grâce de diriger depuis justement mars 2021. Alors, les deux fonctions sont différentes mais complémentaires. La presse, il s'agit de toutes les relations que le chef de l'État a avec les médias. C'est-à-dire organiser, faire savoir aux médias les activités du chef de l'État, faire des reportages lors des déplacements, des activités du chef de l'État, distribuer les photos, faire des communiqués de presse, faire tout ce que vous voyez, des tweets sur Instagram, sur les réseaux sociaux, diffuser l'information autour de l'activité du chef de l'État en tant qu'institution, mais aussi en tant que leader justement de ce pays. Donc c'est tout ça, organiser aussi les relations du chef avec la presse nationale et internationale, c'est-à-dire quand il y a des interviews à mettre en œuvre, contacter les journalistes, organiser ça, faire des briefings de presse avec le chef de l'État. Vous savez que chaque matin, le chef de l'État reçoit un briefing de la presse. Et ben, nous y participons aussi. Il y a M. Félix Kabbalah qui le fait de façon professionnelle et vraiment de façon déterminée. Donc vous voyez, ça c'est le travail de la presse. Après, d'un autre côté, il y a le travail de la communication. La communication, c'est quoi? C'est avoir une influence sur la perception de l'opinion publique. C'est ça la communication. Et c'est, tant que faire se peut, d'influencer l'opinion publique pour que l'opinion publique adhère à la vision du chef de l'État. Donc au-delà d'avoir des relations avec la presse, nous influençons aussi à travers la presse, parce que quand le chef d'État fait une interview, par exemple là récemment il a fait avec le New York Times, un très grand quotidien américain, c'est repris dans la presse congolaise. Il y a les bonnes phrases, comme on dit, les quotes, qui sont, voilà, les paragraphes qui sont diffusés, parce qu'il fait passer des messages. Ça, ce sont des messages qu'on fait passer à travers la presse, mais ces messages influencent l'opinion publique. Pour que l'opinion publique capte la vision du chef de l'État, qu'est-ce que le chef de l'État veut faire du Congo? Qu'est-ce que le chef de l'État, comment je veux dire, donne comme message à sa population? Où il veut amener le Congo? Il les a pris là et il veut les amener là. Il a envie de développer ce pays, il a envie d'améliorer la vie des Congolais. Vous savez, il y a les 6 chantiers, les 6 priorités qu'il a fixées justement pour son second mandat. Donc la communication, c'est un travail d'influence de l'opinion et qui est mesuré à travers les sondages. Par exemple, on peut se dire, au mois de janvier, la cote de popularité ou la cote d'adhésion du chef de l'État, c'est un exemple, ce ne sont pas les chiffres exacts, mais je dis par exemple, elle est à 60%, et on regarde 3 mois après, est-ce que cette cote de popularité, est-ce qu'elle a baissé, est-ce qu'elle a augmenté? Par exemple, dans des pays comme les États-Unis, où la pression, si vous voulez, médiatique est très forte, le chef de l'État reçoit des sondages tous les jours. Donc le président Bush, comme le président Biden, comme tous les présidents américains, c'est tous les jours le matin où il reçoit des sondages pour lui dire: chez les femmes de moins de 40 ans, vous avez baissé. Chez les hommes noirs, vous avez baissé. Ici, chez nous, ce n'est peut-être pas aussi sophistiqué. On fait ça sur une période de 3 mois où on a justement des sondages et on essaye de comprendre comment la population adhère-t-elle au message du chef de l'État. Et c'est pour ça que nous travaillons sur différentes choses. La communication, ça peut être à la fois une sortie médiatique, ça peut être une campagne de panneaux, ça peut être aussi des messages qui sont diffusés à travers les réseaux sociaux sans que le président apparaisse lui-même. Vous voyez, c'est tout un travail. Mais je voudrais que ce travail soit distingué d'un autre travail
qui malheureusement, dans notre pays, on confond les deux. Communication, ça ne veut pas dire propagande. Okay. La propagande, c'est une partie de la communication que l'on fait en période électorale. Parce que la propagande, ça veut dire quoi? Des périodes ciblées. Une période ciblée, exactement. La propagande, c'est quoi? C'est dire, mon candidat est le meilleur, votez pour lui, par exemple. Mais ça, on le fait pendant une période électorale. Parce que la communication, on doit pouvoir influencer, comme je dis, l'opinion, c'est-à-dire influencer à la fois les militants, ceux qui soutiennent le président, mais surtout essayer de prendre des voix, de convaincre, de séduire, de persuader ceux qui n'adhèrent pas, ceux qui n'ont peut-être pas voté pour le président. C'est ça le travail de la communication. Par contre, la propagande, vous parlez à un public déjà convaincu. Et vous faites de la propagande. Et souvent, dans notre pays, on confond communication, qui est influence de l'opinion, et propagande, qui est mobilisation des troupes. Voilà, vous voyez? Mais bon, c'est là où il y a un petit souci, parce qu'il y a des gens qui sont en Europe. L'émission de la fois passée m'ont dit Delphin, vous avez loupé cette question. Quelle question? Comment Eric Nindou, il y a des réalisations que les chefs est en train de réaliser, surtout PDL 145 hectares, il y a tellement de choses, mais lui ne communique pas sur ça. Je pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre ce que vous faites à la présidence et ce que le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, fait? Non, on est complémentaires. Et concernant cette question précise, je l'avais répondu, vous me l'avez posée d'ailleurs, et j'y ai répondu, et on le fait. On le fait. Je pourrais vous montrer toutes les émissions qui sont passées sur la RTNC, dans les réseaux sociaux où on a montré ce qui a été fait comme réalisation du chef de l'État. Même l'émission Bilembo et Afachi, même si ce n'est pas nous qui l'avons réalisée, mais nous avons aussi contribué, nous avons participé, nous l'avons soutenu aussi. C'est-à-dire, c'est un travail général. Alors, est-ce qu'on devrait faire plus? La réponse est oui. Est-ce qu'on devrait faire mieux? La réponse est oui. Mais on le fait déjà. D'accord? Donc, c'est-à-dire, montrer ce que le chef, et ça fait partie de la communication, puisque ça fait partie, comme je vous ai dit, d'essayer de faire adhérer la population à la vision du chef de l'État. Et les réalisations du chef de l'État, c'est la concrétisation de sa vision. Quand on construit un centre de santé dans le fin fond du Tanganyika, et nous avons été le voir avec le chef de l'État, bah, c'est quelque chose de très important parce qu'on apporte des soins de santé à notre population, à des mères, à nos sœurs qui ne pouvaient pas accoucher là-bas, qui devaient se rendre tout le temps à Kalemi et qui parfois décédaient en chemin. Vous voyez, ça c'est des réalisations parce que ça aide à améliorer la vie, le bien-être de notre population. Il semble que la manière que vous le faites, donc on le fait. Elle est insuffisante. C'est que ça peut, écoutez, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Il faut amplifier sur ça parce que le chef c'est ce que je vous ai dit. Vous les vendez mal, mal, je vous laisse la liberté de le dire. C'est votre opinion, non, vous avez raison. Moi, les gens ont le droit d'avoir une opinion, parce que ce que le président Tshisekedi nous a amené, en tout cas, c'est la démocratie et la liberté d'expression dans ce pays que l'on n'avait pas connu réellement avant. Donc, que les gens aient un jugement sévère, critique, moi je suis toujours prêt à écouter. Et si les arguments sont de bons arguments, on les intègre et on améliore notre travail. Parce que comme je dis, la perfection, elle n'est pas aux hommes, elle n'est qu'à Dieu. Mais à nous de nous améliorer toujours avec des critiques constructives. Donc de ce point de vue-là, on travaille et on essaye d'améliorer. Mais il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Il y a la relation avec la presse, il y a le travail de communication, et puis il y a la propagande. Mais tout ça, c'est proche, mais il y a une différence. Mais dans des périodes comme celles qui sont les nôtres ici, par exemple, des périodes comme les nôtres, qui sont des périodes de crise sécuritaire, parce qu'on est en guerre, pour dire les mots tels qu'ils sont, on est agressé par le Rwanda. Donc dans une période comme ça, on va au-delà de la communication. On va au-delà des relations avec la presse, on va carrément dans la mobilisation, et c'est le mot d'ordre que le chef a réitéré, a rappelé hier. Parlons-en, parce que vous dites que dans des périodes comme ça, il faut aller au-delà, mais certaines personnes pensent que vous devez travailler en symbiose entre vous et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il faut adapter une communication par rapport à cette période, avoir une communication agressive, une communication de guerre. Mais c'est ce qu'on ne sent pas. Pourquoi? Alors, je vous réponds tout de go. D'abord, avec le ministre, Patrick Mouyaya, on s'entend bien, on se respecte chacun dans sa sphère d'activité, dans ce job description. Il est ministre de la République, je suis directeur de la communication du chef de l'État. D'accord? On a régulièrement
des réunions ensemble, on travaille, des séances de travail, on partage l'information. Et d'ailleurs, on est en train de mettre, et c'est déjà finalisé, en place ce qu'on appelle une stratégie de communication de crise. Okay. Et vous verrez bientôt les effets de cette stratégie de communication de crise, où il y aura une division du travail bien ordonnée entre ce que le ministre fait et ce que la cellule de communication, mais j'ajoute également la porte-parole du chef de l'État, Madame Tina Salama, qui fait un travail formidable, qui est une femme de talent et très intelligente. On la qu'elle est là juste pour venir lire les ordonnances et faire les émissions avec les chefs de l'État. C'est comme si... mais non, mais le problème est ça, c'est que il y a... Elle n'est pas l'auteur de cette tâche. Ça, c'est l'opinion, pas moi. Je m'inscris en faux là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est une dame très talentueuse et surtout, vous oubliez tout le travail qui est fait en coulisses. C'est ça. Il y a ce que vous voyez, comme on dit, le haut de l'iceberg, la face comme visible de l'iceberg, mais en dessous, il y a tout un travail de coulisses qui est fait, un travail d'analyse, un travail de notes qui sont remises au chef de l'État. Elle est experte en tweet. Elle est experte en tweet, Non, elle n'est pas experte en tweet. Et on n'est pas là pour faire un jugement. Si vous avez envie de lui poser des questions... Je fais que poser des questions. Si vous avez envie de lui poser des questions... Du public. Bien sûr, mais ce que je dis, justement... Je ne suis ni son avocat, ni son... Mais dis-moi, il travaille avec vous. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un qui travaille bien et nous travaillons en bonne intelligence avec elle. C'est pour ça que je l'ai citée aussi, parce qu'elle fait partie du dispositif général de la communication, qui s'articule autour, comme on dit, à la fois du ministre de la communication et des médias, au sein du gouvernement, et aussi au sein de la présidence, mais aussi au sein des partis politiques de l'Union sacrée. C'est pour ça que hier, le chef a interpellé les membres de l'Union sacrée en leur disant « On ne vous entend pas suffisamment. Parlez plus, prenez la parole. » Pourquoi? Parce que maintenant, comme je vous dis, on est dans une période où ce n'est pas simplement de la communication qu'il faut faire. Il y a des aspects très techniques, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il faut pouvoir contrer les fake news, toute cette guerre communicationnelle que nous... L'armée numérique des mensonges qui nous est faite par justement les Rwandais, nos ennemis. Mais il y a aussi tout un travail de mobilisation des masses. Et ce travail des mobilisations de masse, il ne se fera pas simplement par la présidence ou par le ministère, il se fera aussi par les forces vives. Et parmi les forces vives, il y a d'abord les forces politiques, qui sont celles qui ont porté le président, je dirais, à l'élection présidentielle, qui ont permis que son élection soit quasiment une élection d'un véritable plébiscite. Puisque rappelez-vous, il a été élu avec 73%, donc c'est-à-dire une grande, large majorité. Si on était à l'université, on dirait avec distinction, c'est-à-dire une large majorité de Congolais ont plébiscité le président. Donc tout le monde doit s'y mettre, et moi j'irais même au-delà des forces politiques, c'est aussi les forces vives, les églises, les associations. Tout le monde doit se mobiliser. Pourquoi? Parce que de ce qu'il s'agit, mon cher Delphin, il s'agit de notre guerre d'indépendance. Le Congo n'a pas connu de guerre d'indépendance. Okay. C'est-à-dire que, comme d'autres pays, par exemple, les pays lusophones, l'Angola, ou bien les pays d'Afrique australe, eux, ils ont eu une guerre d'indépendance, c'est-à-dire ils ont pris les armes pour chasser le colon. Au Congo, vous savez comment ça s'est passé? Il y a eu bien sûr des luttes, il y a eu les martyrs du 4 janvier, mais il n'y a pas eu vraiment de guerre. Ce qu'on a eu, c'est des guerres civiles après, entre Congolais, ou bien alors les guerres contre les sécessionnistes qui étaient fomentées par le colon. Mais les guerres d'indépendance, pour avoir lu, moi, par exemple, quelqu'un comme Amilcar Cabral, qui est le père de l'indépendance des pays lusophones, tels que le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et même l'Angola aussi, Agostinho Neto et tous les autres, ils vous expliquent que les guerres d'indépendance, ça forge la nation. Parce qu'au-delà des États que l'on a hérités de l'indépendance, il faut créer une nation. On aura cette année 65 ans d'existence. C'est une jeune nation, mais c'est une nation qui doit arriver à l'âge de maturité. Et cette épreuve que nous vivons actuellement, cette épreuve d'une guerre qui nous est faite par le Rwanda, il faut aller jusqu'au bout. Les véritables causes de cette guerre, c'est quoi? Les véritables causes, c'est la volonté de puissance du Rwanda, du régime de Paul Kagame. Cette volonté de puissance qui fait qu'il a envie de dominer le Congo. Il l'a fait d'abord en 97 en arrivant avec l'AFDL, et puis avec les différentes rébellions complètement construites de façon factice, le CNDP, et puis j'en passe, le M23 version 1, M23 version 2. Mais aujourd'hui, depuis 2019, le président Félix Tshisekedi a dit stop. Ça suffit, cette volonté de domination sur le Congo. Et il s'est mis comme un rempart contre ça. C'est pour ça que la guerre qui nous est faite, ce n'est pas la guerre
du président Félix Tshisekedi. Ce n'est pas la guerre, c'est la guerre contre nous, contre moi, contre vous, contre tout le monde, contre tous ceux qui sont congolais et qui veulent que ce pays existe, que nous puissions avoir notre souveraineté et un avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Monsieur Eric Nindou, directeur de la presse présidentielle, je vous ai laissé suffisamment le temps de parler quand vous dites qu'il faut mobiliser la population, l'opinion face à cette agression rwandaise. Vous avez même dit ici que le chef a été élu avec 73%, ça devait se faire d'une manière automatique parce qu'il a été élu par plusieurs personnes. Quand Joseph Kabila prend la parole aujourd'hui, dit que les violations nombrables de la Constitution et des droits humains ainsi que le massacre répété de la population congolaise par les forces des polices et militaires, Tshisekedi ne prendront pas fin après des négociations entre la RDC et les Rwandais, ni après, ni éventuelle défaite, ainsi de suite. Mais Kabila, ici, il veut tout simplement vous dire que le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas les Rwandais, ce n'est pas le M23, mais c'est le président qui est la cause, qui est l'auteur de ces problèmes. Un ancien président, un ancien collaborateur du président. Donc, il maîtrise bien ce qu'il est en train de dire. Mais justement, s'il maîtrisait bien, il ne dirait pas ce que je pourrais traiter d'ineptie. Vous dites d'ineptie. Non, c'est un ancien président mais je le respecte, qui a fait 18 ans. Je respecte la fonction, mais quand l'homme dit des choses qui ne sont inexactes, quand l'homme profère des mensonges, j'ai le devoir de le dire. Kabila est en train de mentir? Il ment. Okay. Parce que Tshisekedi n'est pas un tyran. Tshisekedi n'est pas un dictateur. Au contraire, Félix Tshisekedi est celui qui a instauré une véritable démocratie ici. La démocratie ne s'est jamais mieux comportée dans notre pays que sous Tshisekedi. Il n'y a pas de prisonniers politiques. Les prisons ne sont pas remplies de gens. À son époque, quand il y avait des manifestations, vous étiez là, Delphin. Vous le savez bien. Les gens mouraient dans les manifestations. On tirait. Vous parlez de Rossi Mukendi? Mais bien sûr, il y a des morts qui sont là. Malheureusement, les morts ne parlent pas, mais leur mémoire est encore vivante. Mais sous votre régime, il y a aussi des morts, hein, Issa. Non, on n'a pas tiré sur des manifestants. Okay. On n'a jamais tiré sur notre population. Il y a eu peut-être eu des morts, mais ce sont des morts. On fait des enquêtes et on saura qu'est-ce qui s'est passé. Mais il n'y a jamais eu la police qui tire sur des manifestants. Non, les gens ont le droit de s'exprimer. La preuve, aujourd'hui même, pendant qu'on est en guerre, il y a des gens qui peuvent avoir un discours encore critique même envers le pouvoir, même si ce n'est pas le moment de l'avoir, parce que nous sommes une démocratie. Vous voyez, la liberté de circulation existe encore. On n'a pas bloqué et figé le pays, parce que Tshisekedi, c'est un véritable démocrate. Mais simplement, il y a des limites qu'il ne faut pas passer, il y a des lignes rouges qu'il ne faut pas passer. Et la ligne rouge, le président Tshisekedi, je me rappelle, il l'avait dit lors d'une prise de parole à Mbujimaï, à l'époque, il avait dit qu'il se dressera contre tout Congolais qui mettra en péril la sécurité de ce pays. Pourquoi? Parce que la sécurité, c'est la base de tout. Si donc Kabila met en péril la sécurité de ce pays. Bien sûr, mais le président a été clair pour que les choses soient clairement dites, mon cher Delphin, dans aujourd'hui l'agression qui nous est menée par le Rwanda, à travers, comme on dit, des pantins congolais, c'est-à-dire des marionnettes qui sont là, montées, financées, aidées par le Rwanda. Il y a deux volets dans cette soi-disant rébellion congolaise. Il y a d'une part le M23. Le M23, comme je vous ai dit, ce n'est que l'avatar de ce qu'a été le CNDP, que ce qu'a été le RCD, qu'a été le M23-1, M23-2. C'est-à-dire ce sont des Rwandais ou des Congolais traîtres à leur nation qui prennent les armes pour tuer leurs frères. Et ça, c'est le Rwanda ce sont des marionnettes du Rwanda, des pantins, comme dirait le chef de l'État. Laissez-moi terminer. C'est quand même fort. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Des pantins, mais c'est quand même fort. Laissez-moi terminer. Parce que Cholet les appelle les hommes courageux. On reviendra sur Cholet. On reviendra sur l'évêque Cholet. De l'autre côté, vous avez l'AFC, l'Alliance du Fleuve Congo, qui eux, ce sont les enfants de Kabila, de Joseph Kabila. Vous dites? Ce sont les enfants de Joseph Kabila. C'est-à-dire... L'AFC Nangaï. Bien sûr, c'est ce que le chef de l'État l'a dit. Et il l'a très bien dit. Les gens feignent de ne pas comprendre. Mais il a été clair. Il a dit, là, le M23, c'est le Rwanda. L'AFC, c'est Kabila. Et les deux se sont mis ensemble pour attaquer le pays. Donc ces gens-là se sont liés
pour agresser la RDC, pour tuer leurs frères. Vous savez qu'on est après de 8000 morts à Goma actuellement. Vous avez vu les images qui ont circulé aujourd'hui sur Internet de jeunes, une quinzaine de jeunes qui ont été lâchement assassinés par justement ces forces d'occupation menées par le M23 et par ces gens tels que Nanga. Donc c'est ça la réalité du terrain. Donc quand M. Kabila, ancien président, comme je dis, je respecte la fonction parce qu'il a été président de notre pays. Mais quand la personne dit des mensonges, il faut pouvoir le dire que ce sont des mensonges, que ce n'est pas vrai, parce que ce sont des contre-vérités. Quand vous regardez les faits, Tshisekedi n'est pas un tyran, il ne peut pas le dire. Et il ne faut même pas donner beaucoup d'importance à ça, parce que comme je vous dis, c'est une manœuvre de diversion. Nous sommes dans la démocratie, mais je ne pas rester sur la réalité aujourd'hui, c'est qu'est-ce que l'on fait pour répondre, réagir, se défendre et restaurer notre souveraineté face à l'agression du Rwanda. Mais répondez quand même aux questions qui inquiètent Je vous ai répondu. Quand vous dites que Kabila, ce n'est pas un modèle, Tshisekedi, ce n'est pas un tyran, Tshisekedi, ainsi de suite, est-ce que vous comprenez que Félix Tshisekedi est le mal de la République? Pourquoi? Attention à ce que vous dites. Et comment vous pouvez dire ça? Et le mal de la République, je me base sur les éléments de Joseph Kabila. Donc vous reprenez à votre compte les propos du président Kabila? Non, j'ai dit, j'ai relayé, c'est que Kabila... Selon Kabila. Donc dites selon Kabila. Et les mal de la République, selon Kabila. Parce que quand vous échouez, ce n'est pas vous, c'est les autres. Quand est-ce que vous allez prendre vos responsabilités à main? Si vous échouez, vous dites que non, nous avons échoué. Parce que si Kabila était le parent de Corneille Nangaa ou de l'AFC, Kabila est ici, il n'y a jamais eu un procès contre Joseph Kabila, directement. D'abord, il n'est pas ici. Non, j'ai dit, c'était un Congolais a commencé un procès. Vous avez fait un procès contre Nanga. Nanga n'était pas ici. Est-ce que ce n'est pas une politique de la diabolisation du chef de l'État? Mais mon cher ami, ça se fera. Les éléments sont là. Parce que vous avez les éléments, commencez un procès. Comme ça, on saura que Kabila est derrière l'AFC. Les enquêtes sont en cours. Et vous verrez, dans les jours et les semaines qui suivent, les enquêtes sont en cours. Les preuves sont là. Parce que quand le chef de l'État le dit à 2 reprises, il avait dit la première fois au mois d'août, quand il a été interviewé à Bruxelles par Christian de Sakweno de Top Congo, il l'a dit. Derrière cette pseudo-rébellion de l'AFC, c'est... mon prédécesseur, je répète les mots du président, donc c'est-à-dire Joseph Kabila. Il l'a redit hier quand il parlait justement il l'a redit en Allemagne, pardon, quand on était à Munich, il l'a dit que c'est Joseph Kabila qui est derrière l'AFC. Et c'est la vérité parce que les preuves sont là, les éléments sont là. Laissez faire le travail de la justice, vous savez. La justice a son temps, qui n'est pas le temps médiatique. Une justice instrumentalisée selon les opposants. Ça, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la justice a son temps, qui n'est pas le temps médiatique, qui n'est pas le temps des communiqués de presse, des tweets et autre chose. Donc de ce point de vue-là, c'est la vérité. D'abord, Monsieur Joseph Kabila, la situation dans laquelle on est, c'est lui qui a même reconnu ça, en 2009, quand il a signé les accords. C'est là qu'il y a eu brassage, c'est là qu'il y a eu fusion, c'est là qu'il y a eu intégration de ces gens du M23 version... les Congolais du M23. Ouais, mais oui, mais ces gens, ils avaient prêté allégeance au Rwanda. Donc quand ils sont rentrés dans les forces armées du Congo, ils sont venus en voulant mettre en œuvre l'agenda du Rwanda, cet agenda dont je vous ai parlé, l'agenda de cette volonté de puissance et de domination que le Rwanda veut exercer sur le Congo, que le Rwanda d'ailleurs a exercé sur le Congo durant 22 ans, c'est-à-dire de 1997 jusqu'à 2019. C'est depuis que Tshisekedi a été élu. Jusqu'à 2019. Oui, parce que depuis que Tshisekedi a élu, Tshisekedi a essayé d'inverser. Mais Joseph Kabila était le président. Quand vous dites que en 2019, c'est Tshisekedi. Non, en 2019, c'est Tshisekedi. Joseph Kabila était le président jusqu'à 2018. Mais bien Comment sûr. vous dites que le Rwanda. Mais il était sous le joug du Rwanda. Vous le savez bien. Joseph Kabila. Mais bien sûr. Non, il avait vaincu le M23 et le Rwanda. Il a vaincu le M23. Entre Joseph Kabila et Paul Kagame, il n'y avait pas mariage, mais plutôt c'est vous, le régime Tshisekedi. Notre armée était infiltrée. C'est pour ça aujourd'hui on a des résultats qui ne sont pas des résultats probants. Pourtant, nous avons de vaillants combattants, nous avons de vaillants soldats. Mais malheureusement, l'encadrement, à un certain degré, a été infiltré justement par ces processus de brassage, par ces processus de mixage. Et c'est pour ça que le chef de l'État dit, et il est clair là-dessus, et c'est cohérent dans ce qu'il dit, il dit « Je ne négocierai jamais avec le M23 ».
Parce que le M23, d'abord, ce sont des terroristes. Rappelez-vous le massacre de Kichiché. Ils ont tué près de 200 Congolais en tirant sur des camps, en tuant des innocents. Donc ce sont des gens qui ont du sang sur les mains. Et ce n'est pas le seul massacre qu'ils ont commis. Ce sont des terroristes. Ils doivent être poursuivis pour ça. La deuxième chose, ces gens-là ne sont que des pantins du Rwanda. Comme je vous ai dit, c'est une série. CNDP, RCD, M23-1, M23-2, ce sont des gens qui sont là pour appliquer l'agenda de domination du Rwanda sur le Congo. Et le troisième élément, c'est que il y a un cadre de dialogue qui existe avec les groupes armés, puisque c'est un groupe armé. Ce cadre de dialogue, c'est le processus de Nairobi. Ce processus de Nairobi, il a commencé en 2022. On avait appelé le M23. On leur a dit, déposez les armes, venez discuter. Si vous avez réellement des revendications politiques, venez discuter à Nairobi sous l'arbitrage du président, l'ex-président du Kenya, M. Uhuru Kenyatta. Ils ne sont pas venus. Ils sont venus, ils sont repartis directement. Pourquoi? Parce que Kigali tirait les ficelles derrière. Kigali leur a dit non, reprenez les armes. Parce que si vous ne reprenez pas les armes, vous allez être englués dans tout ce processus de paix. Le Rwanda, le régime Kagame, disons bien le régime Kagame pour que les gens comprennent bien. Le régime Kagame ne veut pas d'un Congo stable, ne veut pas d'un Congo prospère et ne veut pas d'un Congo qui se développe. Pourquoi? Parce que l'instabilité du Congo permet à ce régime de pouvoir prospérer. Est-ce que c'est la vérité? Et c'est ça que les Nations Unies ont enfin compris. Attendez, avec la résolution qui a été votée justement ce vendredi, en disant que l'agression est reconnue. Vous savez, il faut qu'on réinstaure la paix. Le président, c'est un faiseur de paix. C'est un adepte de la paix. Il est pour la paix. Et il l'a encore redit hier, quand il s'exprimait face aux membres de l'Union sacrée. Il a dit, lui, il est là pour la paix. Ce n'est pas un homme de guerre. La guerre lui a été en quelque sorte imposée. Mais cette paix, cher Delphin, ça doit être une paix juste et une paix durable. C'est-à-dire une paix qui est fondée sur la vérité. Et la vérité, c'est qu'il y a un pays agresseur, le Rwanda, le régime Kagame, et un pays agressé, la RDC, qui est une véritable démocratie. Et c'est pour ça qu'on a réussi à convaincre la communauté internationale qui, à travers le Conseil de sécurité de l'ONU, a enfin voté une résolution. Ça n'a pas été facile. Ça a été un combat, comme on dit, pied à pied, un combat de conviction. Parce que vous vous rappelez que même nos frères africains, les 3A, l'Algérie, la Somalie, la Sierra Leone, n'avaient pas voté, n'avaient même pas prononcé le nom du Rwanda aux premières discussions à New York. Mais finalement, ils ont voté à l'unanimité. C'est très rare qu'une résolution soit votée à l'unanimité. Il n'y a même pas eu d'abstention. Donc c'est une victoire diplomatique de la RDC. Et on doit aller dans ce sens-là. Mais Paul Kagame parle de la manipulation de Kinshasa, qui a manipulé le président africain. Je vais vous dire, la véritable manipulation, c'est celle que Paul Kagame a exercée durant 22 ans. C'est-à-dire qu'il a menti à toute la terre en expliquant que lui, s'il agissait au Congo, c'était pour agir contre les FDLR. Ou voilà, c'était pour protéger la minorité rwandophone Tutsi du Congo. Ce qui est faux. Parce qu'actuellement, qu'est-ce qu'il se passe actuellement? Ils occupent quelques territoires de notre pays. Est-ce que vous avez entendu Goma, Bukavu Goma, Bukavu, exactement. C'est un fait. Est-ce qu'ils ont arrêté le FDLR? Oui, voilà. Est-ce qu'ils ont arrêté des FDLR? Est-ce qu'ils nous ont brandi une dizaine d'FDLR en disant, voilà, nous sommes rentrés au Congo pour neutraliser les FDLR? Les voici, les FDLR. Non. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. Est-ce que, pour autant, on nous a montré des images ou des témoignages en disant, voilà, on a arrêté des bourreaux de la minorité rwandophone congolaise? Non. Donc c'est faux. C'est uniquement pour une chose. Être dans des zones riches en minerais rares. Le coltan, la cassitérite, l'étain, le lithium, le tantal. C'est pour ça qu'ils sont là. Et maintenant, la communauté internationale vient de le comprendre. Après un travail, comment je pourrais dire, un travail de fourmi, un travail de volonté de la diplomatie du chef de l'État. Ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Et c'est ce que le chef de l'État disait hier. On fait ce travail diplomatique. Le travail militaire, le front militaire, nous travaillons aussi dessus pour relever notre armée. Et d'ailleurs, en 2022, vous vous souvenez, on avait voté une loi de programmation militaire. Pour la première fois dans notre pays, on avait un chronogramme pour essayer de remettre cette armée debout.
Parce que cette armée que le président a trouvée dans un état de totale décrépitude. Vous avez trouvé une armée structurée. Nous avons encore la vidéo du chef de l'État qui... Il a dit qu'il a trouvé une armée de braves. Structurée. Mais cette armée, malheureusement, à l'épreuve des faits, cette armée n'était pas structurée parce qu'elle était infiltrée. Et justement, cette armée, on voulait la remettre en place à partir de 2022 et c'est à ce moment-là que les Rwandais nous ont attaqués fin 2021 et puis ils ont accentué les choses en 2022. Donc, de ce point de vue-là, on a compris et les choses doivent être claires pour notre population. Cette guerre, c'est une guerre existentielle, c'est une guerre d'indépendance. On doit gagner notre indépendance. Attends, on parle d'une guerre d'épuration. C'est une façon de le dire, mais moi je dis une guerre d'indépendance parce que ce n'est qu'au prix de la victoire que l'on va garder notre indépendance et notre souveraineté. Parce que si on perd cette guerre, on sera sous le joug, sous la domination du régime de Paul Kagame. Alors, M. Eric Nindou, j'ai parlé avec un opposant, je le cite, il m'a appelé, Jean-Claude Vwemba, qui m'a dit, Delphin, vous êtes un peu distrait, il ne faut pas vous contenter des sanctions des États-Unis, ainsi de suite, du moment que Tshisekedi lui-même, dans son armée, il continue à faire confiance aux généraux sanctionnés par les États-Unis, donc ce n'est que de la poudre aux yeux, ce que les États-Unis ont fait à James Kabarebe et les autres. Est-ce que vous vous contentez de ces sanctions minières? Il fallait sanctionner Paul Kagame, il fallait sanctionner Nanga, vous sanctionnez James Kabarebe qui est déjà un vieux déjà au soir de sa vie, Et quelles sont les retombées de ces sanctions présentement? Je vous explique. Ce monsieur-là, James Kabarebe, c'est l'instrument de la destruction de l'armée congolaise. C'est le fossoyeur de l'armée congolaise. C'est lui qui, en 97, a été nommé chef d'état-major de l'armée congolaise. Et c'est à ce moment-là que le travail de sape a commencé. Le travail pour détruire l'armée congolaise. Exactement. Et c'est lui qui a été à la manœuvre. Il a commencé et puis ça a été perpétué par les autres. Et le régime Kabila... Vous lui citez dans les passés, mais aujourd'hui... Non, laissez-moi terminer. Je suis en train de vous expliquer. Et le régime Kabila, en 18 ans, n'a pas fait grand-chose pour relever cette armée, malheureusement. Ensuite, ce monsieur-là, il est aujourd'hui ministre d'État du gouvernement rwandais. Donc si vous lisez bien la résolution 2773, qui est celle qui condamne le Rwanda, cette résolution, qu'est-ce qu'elle dit? Non, pas la résolution 27. Oui, la résolution le dit aussi, mais je veux dire les sanctions américaines. Pardon. Si vous lisez bien les sanctions américaines, du Trésor américain, il condamne ce monsieur parce que c'est lui le lien entre le gouvernement rwandais, le régime Kagame et le M23. C'est lui qui finance le M23, c'est lui qui aide, qui entraîne le M23 pour venir agresser le Congo. Donc de ce point de vue-là, comme on le condamne, on le sanctionne en tant qu'individu, mais aussi en tant que ministre d'État du gouvernement rwandais, donc c'est-à-dire c'est le gouvernement rwandais que l'on fait, on sanctionne. Et de ce point de vue-là, il faut comprendre que c'est une étape, parce qu'ils iront plus loin. Les Américains iront plus loin, les Européens, bientôt ici, ils vont mettre la décision à débat au sein de la Commission européenne. Les autres aussi iront plus loin. C'est notre travail aussi que l'on doit faire, nous, Congolais, pour persuader les autres d'aller plus loin. Mais c'est aussi notre travail, et c'est ce que le président a répété hier, notre travail, on doit se mobiliser. Parce qu'il y a un front intérieur que l'on doit structurer, que l'on doit solidifier, qui est le front justement qui va nous permettre de gagner cette guerre. Il y a ce que va faire la communauté internationale pour me venir en aide. Pourquoi ils nous viennent en aide? Pas parce qu'on a des beaux yeux, pas parce que chacun a ses intérêts. Vous savez très bien le jeu trouble de certaines puissances que je ne vais pas citer ici, qui ont à la fois des intérêts avec le Rwanda et des intérêts avec la RDC, mais à un certain moment, les gens sont indignés. Parce que quand il y a plus de 8000 morts après l'invasion de Goma, quand il y a des viols, quand il y a des massacres de jeunes, comme on a vu aujourd'hui, c'est insupportable. Et c'est une violation du droit international. Et si on veut que la communauté internationale, ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire la Société des Nations, comme ça s'appelait en 1945, avant qu'on appelle ça l'ONU, il faut qu'il y ait des règles à suivre. Et ces règles, c'est le respect de la souveraineté de chacun. Et si les Rwandais ne respectent pas, quelle serait la suite? Eh bien, le Rwanda sera... Parce que vous vous contentez de ces sanctions. Non. Si les Rwandais ne respectent pas... Je vous ai dit qu'on ne se contente pas de ces sanctions. Pour être clair avec vous, nous ne sommes pas satisfaits de ces sanctions, mais nous sommes optimistes. La différence, elle est laquelle? La satisfaction, on dit, c'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Non. C'est une étape dans ce qu'on veut. Parce que quand vous écoutez le discours
de Mme Thérèse Kaikwamba Wagner, notre ministre Mineta, ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a pris la parole avant le vote justement de la résolution 2773 de l'ONU? Elle a énuméré un certain nombre de choses que le Congo demande. La condamnation du Rwanda, des sanctions ciblées contre des responsables du régime rwandais, le fait d'interdire au Rwanda de fournir encore des troupes aux Nations Unies, le fait de ne plus acheter de minerais critiques venant du Rwanda, parce que ces minerais sont mélangés pour la plupart et viennent de la contrebande du Congo, le fait d'isoler le Rwanda même de toutes les instances. C'est pour ça qu'on est même allé jusqu'à parler avec le Bayern de Munich, Arsenal et je crois le PSG, pour leur dire, quand vous portez Visite Rwanda, vous êtes en train de valoriser un pays qui est un pays criminel, un régime, je dirais. Parce qu'il ne faut pas parler de pays, il faut parler de régime. Un régime criminel, un régime qui sème le chaos et la violence chez son voisin, sans raison, à part la raison de vouloir exploiter et dominer les autres. Donc c'est ça la réalité. Vous comprenez? Ces sanctions, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'une étape. Mais ça veut dire que, enfin, le mouvement a changé. Parce que je vous ai dit que pendant 22 ans, Kagame a raconté à tout le monde que lui, quand il venait au Congo, c'était, comme je dis, pour chasser les FDLR. Ou bien alors c'était pour protéger la minorité rwandophone Tutsi du Congo. C'est faux. Les FDLR, ils sont réduits à portions congrues. Et on l'a dit plusieurs fois. Il y a eu même des actions conjointes avec le Rwanda pour faire rentrer chez eux des FDLR. Et qu'est-ce qu'il faisait, le Rwanda? Le régime Kagame, il les reprend, il fait un lavage de cerveau, il les recycle, et puis il les renvoie sous forme de M23 pour pouvoir combattre contre nous. Donc c'est une totale supercherie. Et puis pour la minorité, même pas la minorité, je veux dire, pour les Congolais rwandophones. Les Tutsis congolais, il semble qu'ils existent au Congo. Mais ils existent au Congo et ils ne sont pas discriminés. Est-ce que le président Tshisekedi les maltraite? Il semble, parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux un peu partout. Ne croyez pas tout ce que vous voyez dans les réseaux sociaux. Les gens en train de dire qu'en RDC, Tshisekedi a un discours un peu tribal, un discours qui permet à ce que ces Tutsis soient exterminés. Est-ce vrai? Monsieur Delphin, vous connaissez les ONG, genre Human Rights Watch et tout cela. S'il y avait vraiment de la discrimination, s'il y avait des massacres de Tutsis congolais, vous ne croyez pas que ces gens feraient des rapports? Vous ne croyez pas qu'il y aurait des gens qui prendraient la voix et qui crieraient? Il n'y a pas de rapport dans ce sens-là? Il n'y a aucun rapport. Présentez-le-moi. Aucun rapport. Il y a peut-être parfois des frictions comme celle qu'il y a eu entre deux tribus ici au Bandundu. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une politique d'État de discrimination. C'est ça la différence qu'il faut comprendre. Il n'y en a pas eu. Regardez, le chef d'État a reçu des notables de la communauté Banyamulenge, justement. De la communauté des Congolais Tutsi rwandophones. Mais voilà. Et le président, et parmi les rwandophones, il n'y a pas que les Tutsis, il y a aussi les Hutus. Il y a aussi des Hutus congolais. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. En fait, et ça c'est important, donnez-moi quelques secondes pour expliquer ça. Cette question, elle est vraiment... En fait, ce qui se passe, c'est que le régime Kagame ne veut pas que le Congo soit un pays qui vive en paix, où nos 450 tribus puissent vivre en harmonie. Qu'il y ait des frictions entre les tribus, qu'il y ait, comment je voudrais dire, parfois des batailles à cause surtout de problèmes fonciers. On le sait, mais ça, ce sont des choses d'ordre public que l'on gère par la puissance publique, la police, l'armée s'il faut. Mais il n'y a pas de politique d'État discriminante ou violente à l'égard d'une minorité au Congo. Ça n'existe pas. Et les faits sont là. Est-ce qu'il y a d'abord des minorités au Congo? Il n'y a pas de minorité puisque personne n'est majoritaire. Nous sommes tous des minorités. Les 450 tribus sont toutes minoritaires puisqu'elles cohabitent. Il n'y a pas une tribu qui a 50% et plus. Ça n'existe pas au Congo. Vous comprenez? Et donc, de ce point de vue, quel est le fond de la question? C'est qu'au Rwanda, il y a essentiellement 3 tribus. Les Tutsis, les Hutus et les Twa, qui sont ce qu'on appelle les Pygmées. Les Tutsis sont minoritaires. Et le problème, c'est que M. Kagame, qui lui est de l'ethnie Tutsi, qui a pris le pouvoir dans les conditions que vous savez, après une guerre, après le malheureux génocide que nous tous nous condamnons, il ne veut pas qu'il y ait cet équilibre. Parce que normalement, dans un État démocratique normal, un homme, une voix, ferait qu'au Rwanda, ce serait un Hutu qui serait sans doute président.
Mais ça, il ne le veut pas. Alors, il projette ce problème dans les autres pays. À côté du Rwanda, vous avez un pays comme par exemple le Burundi. Où il y a aussi des Hutus, des Tutsis et d'autres. Et pourtant, ce pays a trouvé une équation normale et une équation qui a instauré une paix durable. Avec un rapport, si on peut dire, proportionnel, qui n'est pas celui de la réalité. Il y a peut-être aussi 30% de Tutsis et combien 60% de Hutus et 10% de toi. Mais là-bas, ils ont fait un rapport 60-40. Ça veut dire que les Tutsis ont une proportion donnée, artificielle, de 40% et les Hutus de 60%. Mais ils ont trouvé leur équilibre et c'est la paix. Nous allons parfois au Burundi, nous sommes allés avec le chef de l'État. Tutsis et Hutus vivent en harmonie. Mais au Rwanda, le régime Kagame ne veut pas ça. Parce qu'ils sont arrivés par la force. Donc en fait, l'équation rwandaise qu'ils n'arrivent pas à résoudre, ils veulent projeter ça chez nous comme faux prétexte pour pouvoir simplement venir exploiter nos richesses. C'est ça que les gens doivent comprendre. Alors, j'aimerais qu'on nous donne la première vidéo où le chef de l'État dit qu'il ne négocierait pas avec ses pantins. Absolument. J'aimerais d'abord que nous puissions suivre cette vidéo et puis revenir sur ces plateaux parce qu'il y a tellement de questions très questionnantes à vous poser par rapport à ce que le chef de l'État a dit. Monsieur Massounda, si je peux avoir cette vidéo. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Je ne veux pas de dialogue pour qu'on se retrouve encore avec des brassages et des mixages qui dans quelques années vont donner encore lieu à des guerres. Zala, bon citoyen. Est-ce le chef de l'État agit avec émotion ou avec l'âme d'un homme d'État? Parce que Nanga dit, Tshisekedi veut qu'il y ait combien de morts pour qu'il accepte les dialogues. Le chef de l'État dit, je ne veux pas négocier avec vous, mais ces aventuriers continuent à tuer des Congolais, ça vous plaît? Mon cher Delphin, Monsieur Nanga, si c'était un Congolais responsable, Congolais il l'est, puisqu'on connaît son parcours, mais si c'était quelqu'un de responsable et de, comment je peux dire, de honnête moralement même, il n'y a pas besoin de tuer ses frères, ses compatriotes, pour pouvoir avoir des revendications politiques. Si effectivement il a des critiques à faire sur la gouvernance du président Tshisekedi, il peut s'exprimer à Kinshasa. Il y a eu des élections. Pourquoi il ne s'est pas présenté comme candidat? Il y avait 22 candidats. Ce sont les élections les plus transparentes, les plus organisées, mieux organisées que le Congo a connues depuis 2006, depuis qu'on a instauré justement ce système d'élection pluraliste au Congo. Donc, M. Nanga raconte, excusez-moi du terme, des foutaises, cher ami. M. Nanga est une marionnette créé par Joseph Kabila et manipulé par le Rwanda également pour pouvoir attaquer le Congo et servir les intérêts néfastes du régime de Paul Kagame. Nanga dit, moi j'ai créé ces monstres, oui. C'est à moi aussi d'enlever ces monstres. Nanga n'a pas créé ce monstre. Nanga n'a pas créé. Il considère Tshisekedi comme un tyran, un dictateur, un monstre qu'il lui a créé. Tshisekedi n'est pas un monstre. D'abord ça de 1, que les choses soient claires. De 2, il y a un parcours, il y a la lutte des dizaines et des dizaines d'années de l'UDPS. Tshisekedi est le fruit de cette lutte pour la démocratie menée par Feu Etienne Tshisekedi. Donc,
Il y a un parcours, il y a un historique que l'on connaît et qu'on n'a même pas besoin de rappeler ici, puisque vous le connaissez et nos compatriotes le connaissent. Donc ce n'est pas Nanga qui crée le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi est élu et réélu, bien réélu, avec 73%. Donc M. Nanga n'a aucun argument politique. M. Nanga est simplement un criminel qui est en train de vouloir agir pour des intérêts étrangers. Et c'est ça le malheur. Il ne faut pas tromper les Congolais. Il se dit qu'il est libérateur. Hein. On n'est pas libérateur quand on fait un combat qui ne sont même pas avec ses troupes. Ce ne sont même pas des Congolais qui combattent avec Nanga. Il y a peut-être une minorité de Congolais, comme le président a dit, des esprits faibles qui ont été embrigadés là-dedans, mais ce sont les troupes rwandaises. Il y a 4000, voire 5000 soldats rwandais qui ont permis l'invasion à Goma. Donc c'est-à-dire ce sont des troupes étrangères. Et le scénario est connu, mon cher Delphin. 2006, 96, 97. La FDL, c'était la même chose. Après, Mouzé, gloire à sa mémoire, il s'en est rendu compte. En 98, en 98, il s'en est rendu compte. Et il a eu ce regain de nationalisme. Et il l'a dénoncé. Et il l'a dit, soit nous nous battons, soit nous serons les esclaves de ce régime rwandais-là. Et ça a mal terminé, ils l'ont assassiné. Son fils a repris le pouvoir et il a fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire il a fait des compromis jusqu'à des compromissions avec le régime de Kagame. Donc Joseph Kabila a plus trahi ses pays plus que son père. Il a fait des compromissions. Il a fait de réelles compromissions avec les Rwandais pour sauver sans doute sa peau, mais ça n'a pas servi le Congo. Alors si cela était le cas quand vous êtes en train de le dire ici, mais pourquoi le chef de l'État a reçu les CC et la SENCO et il les a demandé d'aller voir Nanga, voir tous ces gens et puis qu'on ait un dialogue avec tous ces rebelles, parce qu'en suivant Cholet dit il n'y aura pas la paix sans les dialogues avec le M23, avec Nanga. Donc c'est la mission que le chef de l'État les avait donnée. Merci beaucoup, cher Monsieur Delphin, pour cette question. Parce que c'est important, il faut clarifier les choses pour nos téléspectateurs. Cholet vous suit? Oui, mais surtout, j'espère que au-delà de Cholet, ce sont nos compatriotes qui nous suivent. Ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre le président hier, qui n'ont pas eu le temps d'entendre ce que le président a dit, j'espère qu'ils nous suivent. Qu'est-ce que le président a dit? Pour que les choses soient claires. Il dit que quand les religieux viennent le voir, SENCO, ECC, il les reçoit à leur demande. C'est eux qui demandent à voir le chef de l'État. Premier point, ça veut dire quoi? Qu'ils ne sont pas mandatés par le chef de l'État. L'initiative vient d'eux. Moi, j'étais sur place en tant que directeur de la communication à la sortie et nous les avons interviewés et ils l'ont redit eux-mêmes. C'est à notre initiative que le chef de l'État nous a reçus. C'est-à-dire que l'initiative vient de leur part. Le chef d'État le président est un homme de paix. C'est pour ça qu'il a dit toute initiative qui va dans le sens de la paix, c'est une initiative louable. Donc il les a reçus, il les a écoutés et il leur a même répondu, pour être précis, il a dit « Je vous verrai dans 2 semaines ou un peu plus pour vous faire part de mon point de vue. Je reçois votre mémo, je vais prendre connaissance de ça et je vous reviendrai dans 2 semaines ou un peu plus. » Ça fait maintenant combien? 2 semaines, je pense, donc le chef l'a dit, il va les recevoir très bientôt, sans doute cette semaine, je ne connais pas son agenda, mais sans doute cette semaine, puisqu'il a dit qu'il va les recevoir à leur retour. Mais attendez, j'y vais. Premier point, ils n'ont pas été mandatés par le chef de l'État. Quand ils voient le chef de l'État, ils parlent au chef de l'État en lui disant « Nous allons aller voir tel, tel, tel ». Le chef de l'État dit « Vous allez aller voir aussi ces bandits-là du M23 ». Ils disent oui. Le chef d'État dit « C'est votre droit de le faire, mais moi je vous dis que je ne parlerai pas avec ces gens-là parce que ces gens ne sont que des marionnettes du Rwanda. » Les religieux entendent ça, ils acceptent quand même d'aller voir Nanga à Goma, en passant sans doute par Kigali, je ne sais pas par quel parcours ils sont passés. Ils vont voir le président Kagame, ils vont voir le président Ruto. Et puis maintenant, ils vont revenir. Le chef a dit, ils ont encore vu les opposants. Ils ont vu les opposants et tout ça. Le chef de l'État a dit, je les attends pour qu'ils viennent me faire le rapport et qu'ils viennent me dire quelles sont ces revendications-là que Nanga et consorts ne pouvaient pas faire sur la place publique congolaise
qu'ils ne pouvaient pas faire dans le cadre d'élections qui les ont poussés à prendre des armes et à tuer leurs compatriotes. Ça, c'est inacceptable. Donc, de ce point de vue-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le CC et la Senco ont fait une initiative privée. Mais cette initiative, moi, Monsieur Nindou, je vous le dis, c'est une initiative qui est très ambiguë. Parce que quand ils vont voir les bandits, les criminels qui sont à Goma, Nanga, le M23, et qu'ils s'affichent avec eux, sans même condamner ce que ces gens ont fait, moi je trouve que pour des hommes de Dieu, c'est très limite. Vous êtes un peu très souriant. C'est très limite. Vous l'avez vu. Vous l'avez vu, c'est très limite. Je pense que leur conscience, je ne suis pas directeur de conscience, je ne suis pas moraliste, mais je pense que eux, en tant qu'hommes de Dieu, doivent se poser des questions. Ils ont heurté votre... Bien sûr, bien sûr, parce qu'au moment où ils faisaient des photos en souriant avec les criminels en question, au même moment, les corps jonchaient le sol à Goma. Il y avait 3000, puis 4000, puis 5000 de nos compatriotes qui étaient assassinés par ces gens-là qui étaient souriants sur les photos avec notre... Moi, je vais vous dire, prenons maintenant du recul. Au-delà de l'émotion que cela peut susciter, prenons du recul et analysons les choses. Cette initiative, comme le président a dit, elle est louable. C'est-à-dire, toute initiative qui va dans la paix, elle est louable. Mais alors, je vous dis, mais est-ce qu'elle se fait au bon moment? Moi, j'analyse, en tant qu'intellectuel congolais, je dirais, soit elle se fait trop tôt, soit elle se fait trop tard. Pourquoi trop tôt? C'est-à-dire, on ne peut pas rencontrer ces criminels au moment où ils commettent encore leurs crimes. Parce qu'après avoir commis des crimes à Goma, ils sont partis en commettre à Bukavu et ils en commettent encore tous les jours, aujourd'hui même, dans les réseaux sociaux. De SSC voilà, exactement. Et SADC, ils n'ont pas respecté. Ils ne respectent aucune résolution. Donc de ce point de vue-là, je veux dire, c'est trop tôt. L'initiative est trop tôt parce que ces gens-là n'ont pas encore fait amende honorable de reconnaître qu'ils ont commis des crimes. Ça, c'est un. Ou alors, l'initiative se fait trop tard. C'est-à-dire, il fallait le faire quand ces gens n'étaient qu'à Bunagana. Il ne fallait pas attendre qu'ils prennent Goma. Pourquoi avoir attendu qu'ils prennent Goma? Puisque ça fait depuis 2022 que les évêques disent qu'eux, ils veulent prendre des initiatives de paix. Donc, c'est peut-être trop tard. Donc, en fait, ce que moi, personnellement, je dis à nos évêques, bonne initiative, mais simplement... réfléchissez au timing dans lequel vous le faites. C'est pour ça que je préfère... C'est la position du chef de l'État. C'est ma position à moi. Le chef de l'État a dit que quand il les recevra, il leur réserve sa position, il le dira. On a le droit d'analyser. On a le droit d'analyser, nous aussi, en tant que Congolais, des choses. Merci. Et c'est pour ça que l'initiative du chef de l'État, c'est une initiative plus structurée. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Je ne sais pas si vous allez passer à l'extrait, où il dit qu'il va élargir le spectre. Parce que nous allons voilà. Et c'est ça qui est intéressant. Nous allons chuter par, c'est ça qui est intéressant. Par cette vidéo. Mais parce que tous les Congolais doivent être impliqués pour restaurer la paix. Mais pas de n'importe quelle manière. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Alors, hier, j'étais avec Christopher Ngoyi ici, qui est président de la société civile du Congo, qui a dit « Je ne vois pas chef de l'État accepter ces dialogues avec ces rebelles du moment que les Nations Unies ont déjà sanctionné. Ils ont demandé à ces gens de se retirer au Congo, mais les Nations Unies vont encore vous voir, vous, se mettre autour d'une table avec les gens que eux, ils ont et ces gens ont du sang sur les mains. Alors, ce sont des crimes de guerre, ce qui s'est passé à Goma, monsieur. Ce sont des crimes de guerre. Alors, donc ces gens ont du sang sur les mains. Je prends la dernière vidéo et puis je vais vous donner le mot de la fin. Nous allons citer, parce que là, monsieur Massounda, si je peux prendre la dernière vidéo, comme ça je vais revenir sur ce plateau avec monsieur Eric Nindou pour parler de ces gouvernements de l'Union nationale. Zala, bon citoyen. De les inviter à venir. Ne soyez pas étonnés dans les jours prochains, parce que je compte charger mon conseiller spécial de voir d'autres Congolais, acteurs politiques, de les inviter à venir dans cette coalition que je veux nationale, forte et indivisible, qui va faire front face à l'ennemi. Donc voilà maintenant pourquoi je cherche les autres fils du pays pour leur tendre la main et dire, mettons-nous ensemble, faisons face à l'ennemi.
Celui qui acceptera de prendre la main sera le bienvenu et nous discuterons peut-être, on verra bien, pourquoi pas, de la composition d'un gouvernement d'union nationale pour faire face à cela. Zala, bon citoyen. Faire un gouvernement de crise aurait été mieux au lieu de faire un gouvernement de l'Union nationale, selon plusieurs sources. Mais quand on a dit, là où Tshisekedi respire, mon ombre est là. Là où il circule, je suis là. Là où il travaille, je suis là. Qui faire confiance pour aider les chefs de l'État à atteindre son but ou avoir les résultats? Parce qu'il semble que Nanga a ses pions partout, même dans la classe politique, même autour du chef. Cher ami, vous savez, dans la guerre, il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle la guerre psychologique. Okay. Nanga, là, il profère des accusations, des insinuations. Ça, c'est dans le domaine de la guerre psychologique. Okay. Vous et moi, nous n'en savons rien. S'il y a des traites au sein des instances, des institutions actuelles qui sont à Kinshasa, je veux dire, ce sont les services de sécurité qui doivent s'occuper de ça. Même dans ces services, il y a aussi les infiltrés. Cher ami, on fait confiance à ces services du moment que... Cher ami, nous n'allons pas spéculer de ça sur un plateau. Ce que nous allons dire, nous faisons confiance aux services de sécurité et surtout, nous refusons la peur que Nanga veut semer dans nos esprits, cette guerre psychologique. En revanche, ce qui est important, c'est parler de ça. Okay. Ne nous distrayons pas, ça c'est de la distraction. Gouvernement de l'Union nationale. Gouvernement de l'Union nationale. Qui a encore plus de postes. Ça veut dire et quoi? Surcharger la caisse de l'État. Ça veut dire quoi, gouvernement d'Union nationale? Ça veut dire que le président, dans son élan justement, de vouloir construire un pays fort, de vouloir construire l'unité autour du pays, il rappelle à tous les fils du pays, que vous soyez avec moi ou contre moi, que vous ayez voté pour moi ou contre moi, que vous soyez opposant politique ou pas, le pays est en guerre, on s'unit et on se met tous en rang unis contre l'ennemi. Hier, il a rappelé 3 choses: unité, responsabilité et aussi détermination. Unité, ce n'est que unis que nous ferons face à l'ennemi. Comme je vous ai dit, c'est une guerre pour notre indépendance, pour notre avenir, pour notre souveraineté. Responsabilité, nous devons tous être responsables à quelque niveau que nous soyons même au bas de l'échelle sociale jusqu'en haut de l'échelle sociale. Chacun est responsable de ce pays parce que c'est notre pays. D'accord? Et la dernière chose, détermination, nous devons le faire de façon déterminée parce que n'oublions pas que l'ennemi a aussi ses ruses, a aussi sa force, a aussi ses alliés. Nous venons de remporter plusieurs batailles diplomatiques, résolution de l'ONU, sanctions américaines, résolution du Parlement européen, mais ce n'est pas suffisant, comme je vous ai dit. Ce n'est pas de la satisfaction, c'est de l'optimisme et ça va dans le bon sens. Gouvernement d'union nationale, peut-être, c'est une hypothèse de travail, on verra bien, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, mon cher Delphin, c'est la main tendue du président. Il tend la main à tous les Congolais, et on espère que cette main sera acceptée par les autres leaders politiques. Vous savez, il y a un adage qui dit ceci, en temps de crise, les hommes intelligents cherchent des solutions, les idiots cherchent des coupables. Merci, Monsieur Eric Nindou. Je vais vous donner 5 secondes. Regardez la caméra, c'est votre mot de la fin. Vous voulez le gouvernement de l'Union nationale, mais vous refusez à donner à Katumbi le passeport. Vous traitez Kabila comme un assassin. Et Martin Fayoulou, il peut accepter. Kabound est là. Est-ce que vous pouvez composer avec tous ces gens-là? Kabila peut se retrouver, Katumbi peut se retrouver, Sesanga, tous ces gens-là, vous allez les accepter avec leurs conditions? En 5 secondes, je ne peux pas vous répondre à cette question. D'abord, pour ce n'est pas ma prérogative de faire des négociations. Le président a bien dit qu'il va envoyer le professeur Eberhard Kolongele, le conseiller spécial, pour faire l'approche justement de ces hommes politiques. Donc, ne caricaturons pas les choses. C'est peut-être d'autres même auxquels vous n'avez pas pensé dans la liste que vous prononcez. Mais dans la liste que vous prononcez, une chose est certaine, M. Joseph Kabila ne peut pas en faire partie parce que lui est le parrain de l'AFC. D'accord? Bon, cela dit, je profite simplement de cette occasion pour dire à nos frères, nos sœurs, nos compatriotes congolais, que soyons tous unis pour sauver le pays, unis pour défendre notre patrie
et unis derrière le chef de l'État, parce que ce de quoi il s'agit là, il s'agit de la véritable guerre d'indépendance pour la RDC, pour le Congo de nos ancêtres et le Congo de nos enfants. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. C'était Monsieur Eric Nindou, directeur de la presse présidentielle, c'est comme aujourd'hui. Il était notre invité, il a répondu à toutes les questions très questionnantes. À vous d'apprécier les commentaires dans nos deux chaînes, les deux chaînes YouTube au Centre TV et des Casses Télévision. Merci d'avoir répondu à notre Delphin pour l'invitation. C'est toujours un plaisir. Une autre RDC est possible. Restons vigilants. La patrie ou la mort. Au revoir. Quinoise et quinoise. Pour tous vos besoins en smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter, rendez-vous chez PKM Invest Shop sur l'avenue Colonel Mondjiba, numéro 4, commune de Ngaliema, référence rond-point magasin Kitambo, en face de la station Kobile. PKM Invest Shop, la référence en matière de smartphone, ordinateur, accessoires et prêt-à-porter à Kinshasa. PKM Invest Shop.